Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était l'une des promesses du Ségur de la Santé. L'État s'était engagé à financer la rénovation des hôpitaux. Rien que pour cette année, par exemple, l'enveloppe est épaisse, 650 millions d'euros. Des moyens et une ambition, cibler les petites structures dans des villes moyennes afin de lutter contre les déserts médicaux. Exemple avec le CHU de Châteaubriand en Loire-Atlantique. Il vient d'obtenir une aide de 44 millions d'euros. Reportage Sandrine Prioul. C'est une petite ville entre Nantes et Rennes, 12 000 habitants, mais potentiellement 100 000 à soigner. Alors quand le patron de l'hôpital, Éric Manœuvrier, a appris hier que son projet de 44 millions d'euros serait financé par le gouvernement. C'est un signal fort, on va pouvoir moderniser notre établissement, d'avoir un outil de travail et un plateau technique le plus performant possible. Et le point numéro 2, c'est d'être suffisamment attractif pour faire venir des professionnels de santé. Mais rendre l'hôpital plus beau, urgence, EHPAD, hébergement, c'est doublement vertueux, ajoute le maire de Châteaubriand. Lancé dans un projet de maison de santé pour sauver la médecine de ville, Alain Huneau sait désormais qu'à côté d'un hôpital performant, les praticiens viendront. Complètement. Ma politique a été de mettre tout le monde au même endroit, progressivement, de façon à ce qu'on crée cette dynamique professionnelle et atténuer cette problématique de l'insuffisance de médecins généralistes en France. Une maison de santé pour laquelle le maire vous assure qu'il reçoit même des demandes de réservation. Une vingtaine de praticiens sont attendus pour septembre prochain. Rennes, Sandrine Prioul, Europe 1. Le département de la Loire-Atlantique qui affronte lui aussi une recrudescence des contaminations au Covid. Le taux d'incidence dépasse les 100 cas pour 100 000 habitants. Plus de la moitié des départements français sont d'ailleurs largement au-dessus de ce palier. Santé publique France a enregistré près de 20 000 nouveaux cas hier, une première depuis la fin août. L'épidémie reprend des forces chez nous, mais comparativement à nos voisins, nous sommes en retard, passez-moi l'expression, notamment en Allemagne où là, l'épidémie s'emballe et menace de devenir incontrôlable. Le gouvernement s'apprête à renforcer les restrictions et au niveau fédéral, les dirigeants des 16 régions se réuniront demain pour établir un plan de lutte. Certains n'attendront pas ce rendez-vous. C'est le cas du Bade-Württemberg où l'état d'urgence devrait être déclenché aujourd'hui. À la clé, une série d'interdictions et une cible désignée, les non-vaccinés. Reportage Mélina Fachin. Fini le restaurant, le cinéma ou encore la piscine pour les habitants du Bade-Württemberg qui ne sont pas vaccinés. Un test PCR négatif ne sera plus suffisant. Alors devant ce centre de vaccination, ils sont quelques centaines, comme Dogan et Caroline, à faire la queue pour obtenir leur première dose. Les règles se durcissent et j'en ai marre. Je ne veux plus rester à la maison. Je veux aller dans des bars, voir des amis. J'abandonne, je veux être libre. Je fais du football et avec ces nouvelles lois, je ne peux même plus aller à l'entraînement. Et puis, il y a les fêtes de fin d'année. Puisque ces nouvelles mesures de restriction s'appliqueront aussi au marché de Noël, celui d'Offenbourg ouvre lundi. Les chalets en bois sont en train d'être installés. Seules les personnes vaccinées ou guéries du Covid pourront y boire un vin chaud, ce qui va compliquer la tâche de Stefan Schurlein, l'organisateur. Il y aura des personnes au début de la zone qui vérifieront que vous êtes bien vacciné. C'est embêtant, mais je comprends cette décision. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens ne se font pas vacciner. Dans le Bade-Württemberg, seuls 70% de la population est vaccinée. Offenbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Je veux dire ma vérité et exprimer des regrets. Les mots de François Fillon hier à la barre. Il est passé de la défense à l'attaque au deuxième jour de son procès en appel pour l'affaire des emplois présumés fictifs. L'ancien Premier ministre a dénoncé une enquête à charge et maintenu sa version des faits. Oui, sa femme était bien son employé lorsqu'il était parlementaire, mais c'était un vrai travail et plus de la moitié des députés faisaient la même chose, a-t-il lancé au juge. Propos confirmés par Pénélope Fillon, son épouse, mais ses explications sont apparues embarrassées. Compte rendu d'audience, Zoé Pallier. Le président convie Pénélope Fillon à la barre, mais c'est François Fillon qui se lève et dispose ses notes sur le pupitre. Je voulais avant vous dire en quelques mots la vérité que je n'ai pas réussi à faire entendre en première instance, ainsi que mes regrets, expose l'ancien Premier ministre. Il invoque le contexte des années 80, répète que plus de la moitié des députés employaient alors un proche comme collaborateur. J'ai le regret de n'avoir pas compris que cette pratique suscitait de la suspicion, mais j'ai surtout des regrets pour mon épouse. Rien ne pourra effacer la violence de ce qu'elle a subi, conclut-il. Pénélope Fillon, elle reste impassible, la nuque raide, son regard ne croise pas celui de son mari quand elle lui succède à la barre. D'une voix de plus en plus claire, elle maintient avoir relu des discours, rendu des visites, s'être occupée du courrier pour son époux. Et vous n'avez gardé aucune trace de tout cela, s'enquiert le président, sourcils levés. Quelques secondes de silence et la réponse embarrassée de Pénélope Fillon. On n'aurait jamais pensé en avoir besoin un jour. Zoé Pallier. Boire un café est-il dangereux pour la
forêts. Il y a un petit côté effet papillon dans cette question. Bruxelles entend lutter contre la déforestation importée. Ça mérite une explication. Oui, c'est un des rares enseignements du sommet mondial sur le climat pris à Glasgow. Une centaine de dirigeants ont promis de mettre un terme à la déforestation d'ici 2030. Bruxelles les prend donc au mot et veut interdire l'importation de produits dont l'exploitation contribue à la destruction des forêts, comme le café, le chocolat et le bois, bien sûr. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Oui, les Européens ne veulent plus contribuer à cette déforestation. Elle est mauvaise pour le climat et l'environnement. Or, on sait qu'aujourd'hui, au Brésil, en Indonésie ou encore en Côte d'Ivoire, des arbres sont arrachés et des forêts détruites pour augmenter les surfaces agricoles. La Commission européenne va donc proposer de ne plus importer de café, de cacao, d'huile de palme, de soja, de viande de bœuf ou de bois issus de ces zones. Selon les estimations, les importations européennes de ces 6 produits emblématiques seraient responsables de jusqu'à 10% de la déforestation mondiale. À l'avenir, pour entrer sur le marché européen, les importations devront être accompagnées d'un certificat. Il devra donner les coordonnées géographiques de leur lieu de production. Ça s'appliquera aussi aux produits dérivés comme le chocolat ou des meubles en bois par exemple. Grâce au programme de satellite Copernicus, les Européens disposent d'un historique fiable de l'évolution des surfaces agricoles, ce qui leur permettra de vérifier. Pour entrer en vigueur, cette proposition devra être adoptée par le Parlement européen et par les États. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Il va falloir s'habituer aux pénuries, semble-t-il, ou au café de substitution. Mais puisque vous parlez de pénurie, il y aura peut-être une petite pénurie de trains. Attention, si vous devez le prendre ce matin, la CGT Cheminots et Sudrail lancent un appel à la grève nationale aujourd'hui pour réclamer des augmentations de salaire. Le trafic des TER et du Transilien pourrait être perturbé en fonction des régions. Les grandes lignes TGV et Intercités ne devraient pas être touchées a priori. Le football, les Bleus terminent les éliminatoires du Mondial 2022 en beauté. C'est la Finlande qui en a fait les frais, battu 2-0, but signé Karim Benzema et Kylian Mbappé. Le Parisien survole cette fin d'année, Jean-François Pérez. Oui, son sprint prodigieux pour déposer son adversaire, sa frappe aussi pure comme la pluie finlandaise, avec quelque chose d'inexorable. Kylian Mbappé a bouclé hier soir l'année des Bleus de la plus belle manière, 24 buts en 53 sélections, le tout à 22 ans à peine, quasiment l'égal au même âge d'un Pelé ou d'un Ronaldo. Témoin de cette carrière stratosphérique, son capitaine Hugo Lloris est admiratif. Il est fait pour battre les records, il est fait pour aller gagner énormément de titres et en tout cas il a ça en lui et il faut pas qu'il se donne des limites. Certes, Mbappé a raté son pénalty contre la Suisse à l'Euro, mais il assume son échec et dit en avoir tiré les leçons. Son entente avec Karim Benzema change tout ou presque pour les Bleus. Didier Deschamps en est le premier conscient. C'est que du bonheur. Ils ont cette relation technique. Je vais les mettre dans des glaçons tranquilles pour qu'ils soient au frais. Rendez-vous dans 4 mois pour la suite d'un feuilleton palpitant qui mènera Mbappé et les Bleus à la Coupe du Monde au Qatar. Jean-François Pérez en direct d'Helsinki.